Bien, bonjour à toutes et à tous. Permettez-moi de vous saluer chacune et chacun en vos titres, grades, fonctions, qualités, et de m'excuser par avance puisque je vais m'exprimer dans la langue de Molière et non dans celle de Shakespeare. Mais il est de tradition que les ministres français, en France qui plus est, s'adressent aux gens plutôt dans la langue de Molière. Je voudrais vous dire, bien sûr, le plaisir et l'honneur qui sont les miens d'être parmi vous aujourd'hui, devant un aéropage composé de dirigeants publics, mais aussi et surtout privés, venus du monde entier et notamment de l'autre côté de l'Atlantique. Je remercie chaleureusement le Forum économique international des Amériques pour son invitation à cette 7e édition de la conférence de Paris. Et je salue surtout les efforts pour entretenir et maintenir un dialogue international étroit sur les grands sujets mondiaux entre responsables publics et privés, et particulièrement au sein de cet arc atlantique. Depuis un an et demi, dans mes fonctions gouvernementales, je parcours la planète. Je crois que j'en suis à mon 56e ou 57e pays visité en un an et demi. Pour construire à l'échelle bilatérale, européenne ou multilatérale avec mes homologues des solutions coordonnées aux grands défis de notre monde contemporain. Et je ne peux, dans ce travail, que constater l'appui considérable que nous apportent les clubs de réflexion, comme le vôtre, qui rassemble des femmes et des hommes d'affaires, des dirigeants, des cadres d'entreprise, des universitaires, des membres de la société civile, des représentants d'autorités publiques. C'est vrai que nous avons, si vous voulez, dans les fonctions gouvernementales, quand même souvent, comme on dit en français, un peu le nez dans le guidon, c'est-à-dire que nous parcourons justement les pays les uns après les autres, et il est plus que jamais indispensable de pouvoir prendre ces temps de pause, ces moments de recul pour analyser le monde, et ce particulièrement dans le contexte qui est aujourd'hui le nôtre et qui a tout de même profondément changé. On est bien loin de Francis Fukuyama qui nous disait il y a 25 ans que nous étions arrivés à la fin de l'histoire. Nous voyons au contraire, j'y reviendrai tout à l'heure, l'histoire aujourd'hui s'accélérer et revenir vers un caractère, hélas, plus tragique. Et donc, il faut, pour offrir des réponses concrètes aux problématiques larges, variées qui nous réunissent, il faut aux chefs d'État, de gouvernement, aux législateurs, une compréhension fine des sujets auxquels vous, les acteurs privés, moteur de l'économie, vecteur de la croissance et de la prospérité, êtes confrontés également dans votre quotidien. J'en suis d'autant plus convaincu que, je le disais à l'instant, nous vivons dans un monde qui est devenu un monde de choc, où il faut retrouver des grilles de lecture du monde. Durant la guerre froide, entre, on va dire, la fin de la Seconde Guerre mondiale et 1990, les grilles de lecture étaient relativement simples. On savait que le monde était divisé entre le camp occidental et, on va dire, le bloc communiste, avec quelques pays non alignés au milieu, mais enfin, la grille de lecture était assez verticale. Après 1990, avec la chute du mur de Berlin, nous avons cru, c'est ce qui faisait dire d'ailleurs à Francis Fukuyama qu'on était arrivé à la fin de l'histoire, qu'un modèle, le modèle de la démocratie libérale de marché, avait triomphé et allait s'imposer au monde entier, et que du coup on allait rentrer dans une ère de paix durable où finalement on pourrait faire des affaires, s'enrichir réciproquement. C'est ce qui nous faisait d'ailleurs penser, quand la Chine était accueillie à l'OMC au début des années 2000, qu'elle allait devenir une démocratie et que c'était la dernière étape finalement avant le triomphe de ce modèle. Et en fait, assez rapidement, le 11 septembre 2001 est venu nous rappeler qu'il n'en était rien. Et plus encore derrière, d'autres événements géopolitiques sont venus
confirmer que malheureusement, non seulement notre modèle n'avait pas triomphé définitivement, mais que en réalité, il était de plus en plus remis en cause. Il était de plus en plus remis en cause, et on le voit bien aujourd'hui, la plupart des fractures géopolitiques qui sont les nôtres sont des fractures contre le camp occidental, contre les valeurs portées par le camp occidental. Malheureusement, ça se fait dans le cadre d'un monde qui est finalement devenu un monde de chocs. Et ces chocs ont une particularité, d'abord c'est qu'ils sont très protéiformes, et d'autre part c'est qu'ils s'accumulent et ils s'accélèrent. Les dernières années en ont été l'illustration. Choc sanitaire avec la pandémie de Covid, suivi d'un choc géopolitique avec l'invasion de l'Ukraine par la Russie, suivi d'un choc énergétique avec derrière un choc économique pour une partie du monde lié à l'inflation. Aujourd'hui, le conflit au Proche-Orient entre Israël et le Hamas. Tout cela dans un contexte de choc à la fois technologique, avec à la fois l'intelligence artificielle, l'arrivée du quantique, les neurotechnologies, les biotechnologies, les nanotechnologies, qui bouleversent fondamentalement à la fois une partie de nos entreprises, mais aussi en ce qui concerne les biotechnologies, la génomique, peut-être un jour la connexion du cerveau à la machine, la conception même que l'on peut avoir de l'être humain. Et cela dans un autre contexte qui est celui du choc climatique, qui lui aussi, malheureusement, produit des fractures de plus en plus larges, qui ne concernent plus simplement des parties éloignées du monde dans des zones tropicales, mais qui concernent les grandes forêts du nord du Canada, les grandes régions de l'Europe qui sont sous les inondations, ou encore malheureusement un certain nombre de nos villes. Et ça se passe plus dans des régions lointaines, ça se passe chez nous, au cœur de nos continents. Et donc, ces chocs qui vont aussi évidemment conduire derrière à une modification des comportements humains. On a vu la prégnance de l'individualisme à travers le choc égotique, on a vu la diffusion du choc égotique aux relations internationales avec les chocs géopolitiques. Et derrière, malheureusement aussi, des comportements humains qui changent et probablement une incitation à travers les chocs climatiques et les chocs géopolitiques à une accélération aussi des flux migratoires qui vont eux-mêmes entraîner des bouleversements politiques à l'intérieur même de nos États. Et ce qui est certain, c'est que dans ce monde, nos chaînes de valeur ont subi des bouleversements comme elles n'en avaient pas connu depuis très longtemps, en tout cas sur une si courte période. De l'énergie à la santé, de l'agroalimentaire au numérique, en fait, tout se redessine, aussi bien l'approvisionnement que les modes, les lieux de fabrication ou encore la façon de consommer. Et face à de tels bouleversements, chaque acteur du jeu mondial est partagé entre cette volonté de rester ouvert vers le monde, cette mondialisation heureuse, entre guillemets, qui a fait la prospérité d'une partie de nos pays dans le clan occidental, mais également dans un certain nombre de pays du Sud qui ont largement profité pour beaucoup de cette mondialisation. Il y a quand même à peu près 1,5 milliard d'êtres humains qui sont sortis de la pauvreté durant la phase de mondialisation qui a, on va dire, précédé les 30 dernières années. Et donc, d'un côté, cette volonté de rester ouvert sur le monde parce qu'on sait que ça influe directement notre prospérité, et de l'autre, cette nécessité parce qu'au moment de la crise du Covid, on s'est rendu compte à quel point la dépendance pouvait être dangereuse, quand on s'est rendu compte qu'on ne fabriquait plus de masques ou un cachet de paracétamol ici sur le sol européen. Eh bien, cette nécessité, en même temps, si je puis dire, de retrouver une souveraineté stratégique sur ce qui est fondamental pour nos économies,
que ce soit évidemment la santé, mais aussi les semi-conducteurs, dont on a aussi découvert à l'occasion de la crise de la Covid qu'ils n'étaient pas simplement dans les éléments informatiques de nos smartphones ou de nos ordinateurs portables, mais que par exemple pour faire rouler une voiture normale, entre guillemets, il fallait 3000 semi-conducteurs, et pour une voiture électrique, demain 10 000. Et que donc ne pas en fabriquer ou ne pas en avoir sur notre sol nous mettait dans un état de dépendance majeure. Et donc on est face à cette espèce de dilemme entre rester ouvert et en même temps assurer notre souveraineté, qui finalement, et je pense, va influencer vos réflexions à travers la thématique sur laquelle vous allez échanger, comment dépasser nos fractures. Et une fracture qui, en fait, est aussi au cœur de l'action gouvernementale. En matière d'économie internationale, si vous voulez, il faut trouver on va dire, les bonnes réponses, qui là n'influencent pas simplement des questions de chaîne de valeur, mais qui influencent aussi des questions de pouvoir d'achat, dont je rappelle que pour nos concitoyens, c'est souvent la priorité numéro un. Parce que, bien entendu, quand on interroge nos concitoyens, tout le monde voudrait du Made in France au prix du Made in China. Et tout le monde se rend compte que, évidemment, ce n'est pas possible. Et donc la réorganisation des chaînes de valeur, la restauration aussi d'une partie de notre souveraineté, ça veut dire concrètement payer plus cher. Mais payer plus cher au moment même où on a déjà un choc inflationniste qui est nourri par l'énergie, c'est un problème politique. Et donc il faut évidemment le poser sur la table et voir comment est-ce qu'on arrive à le résoudre. Et puis d'un autre côté, finalement, quand on regarde la manière dont se redessine le monde, on se rend bien compte que nous n'avons jamais été aussi obligés qu'aujourd'hui de commercer avec le reste du monde. Pourquoi? Parce qu'une grande partie des matières dont on a besoin ne sont pas issues de notre propre sol, mais viennent d'ailleurs. Et donc, il faut évidemment arriver à conjuguer ces mouvements qui sont souvent des mouvements contraires, et la France souhaite, plus que, je pense, jamais dans son histoire, comme la plupart des nations d'ailleurs aujourd'hui, conjuguer ouverture avec souveraineté économique et peut-être résoudre cette équation en disant que la souveraineté économique ne veut pas dire nécessairement le repli sur soi. C'est au contraire une diversification des partenaires qui est possible. Et donc, de manière contre-intuitive, la souveraineté pourrait reposer sur l'ouverture. Cette ouverture, en tout cas en ce qui concerne la France, nous la cultivons, pas seulement parce qu'elle rejoint la notion de liberté, qui nous est chère et qui est aussi l'un des grands prismes de notre relation transatlantique, mais nous la cultivons aussi parce que nous sommes persuadés quel est le parfait outil pour être souverain économiquement. Cette ouverture, c'est par exemple créer des partenariats bilatéraux solides entre acteurs privés, avec l'entremise des autorités publiques dans de nombreux pays, comme c'est le cas aujourd'hui sur les métaux critiques ou encore sur l'hydrogène. Et cette ouverture, c'est aussi quelque chose que nous voulons inculquer à toutes nos entreprises, en les poussant notamment à aller sur les marchés internationaux. Alors, c'est assez naturel pour les grands groupes, dont certains d'entre vous êtes les dirigeants ou les représentants, mais malheureusement, ce n'est pas le cas pour toutes les entreprises et en France, malheureusement pas le cas pour beaucoup de petites et moyennes entreprises, qui ne sont pas, on va dire, contrairement à leurs voisines allemandes ou à leurs voisines italiennes, n'ont pas dans leur ADN ce fait d'aller à l'international, et c'est la raison pour laquelle nous multiplions les incitations et les mécanismes, notamment ceux que j'ai annoncés il y a quelques mois dans le cadre du plan export, pour faire en sorte que nos PME puissent aller à l'international pour notamment tirer pleinement bénéfice des avantages tarifaires que contiennent les accords commerciaux qui, eux aussi, se sont beaucoup développés.
Ce plan s'engage aussi vis-à-vis d'elle à accélérer la digitalisation du financement du commerce international pour réduire le poids des transactions administratives dans les échanges internationaux. Encore une illustration du fait qu'il faut favoriser l'ouverture. Et je crois que très bientôt, la France sera davantage visible à l'international et pas seulement à travers ces grands groupes. En tout cas, c'est l'objectif que nous sommes fixés avec 200 000 entreprises exportatrices d'ici à 2030. Ce sera pratiquement un doublement de ce que nous avions il y a encore quelques années. Cette ouverture, c'est aussi quelque chose que nous cultivons en accueillant à bras ouverts et dans les meilleures conditions possibles les investisseurs et les pépites venus du monde entier. C'est cette ouverture de la France qui permet à chaque entreprise finalement de réussir sur notre territoire. Et ce n'est pas qu'une stratégie économique, c'est aussi quelque chose que nous avons dans notre ADN. Une vraie capacité à accueillir tous les talents, à donner les moyens de s'exprimer et de rayonner. Alors, vous allez dire d'une manière économique, c'est peut-être quelque chose qui a changé d'une manière récente. Je vais y venir dans notre agenda dit pro-business depuis l'élection du président Emmanuel Macron. Mais c'est en fait quelque chose que la France porte dans son ADN depuis longtemps. Quand on regarde un peu dans le rétroviseur de l'histoire, la France a toujours accueilli les talents. Marie Curie n'est pas née française. La France l'a adoptée. Et la France lui a permis d'être 2 fois prix Nobel de chimie, de physique. Et la France a permis à Marie Curie de rayonner, comme Marie Curie a permis à la France de rayonner derrière. Et l'histoire française regorge d'exemples de gens venus d'ailleurs qui ont réussi en France et qui ont permis de faire rayonner la France. Et c'est ce message-là que nous sommes en train de propager à travers la campagne Choose France, Make it iconic, Choose France, pour montrer que la France a toujours été une terre d'audace et une terre de réussite pour ceux qui venaient tenter leur chance ici sur notre territoire. Et ce que nous avons fait ces dernières années, finalement, c'est faciliter les conditions de la réussite. Parce que c'est vrai que la France avait une certaine expérience, malheureusement aussi d'un marché du travail rigide, d'une fiscalité élevée, de procédures administratives parfois un peu byzantines. Voilà. Et donc, nous nous sommes évertués maintenant depuis 6 ans à effacer ces différents sujets et à faire en sorte que nous puissions devenir le pays le plus attractif d'Europe parce qu'il est facile de faire du business en France. C'est ce qu'on a fait avec l'allègement de la fiscalité sur les entreprises, passer le taux d'imposition sur les sociétés de 33,5 à 25%. On a supprimé 14 milliards d'impôts de production. Nous avons assoupli notre marché du travail. Et nous avons surtout mis en place de nombreuses simplifications administratives, notamment pour les implantations industrielles, avec en parallèle un effort inédit sur la formation professionnelle, quasiment 1 million d'apprentis, l'engagement de former aujourd'hui 50 000 ingénieurs par an, ou encore la pérennisation d'une fiscalité attractive sur l'innovation à travers les crédits d'impôt recherche et la création d'un nouveau crédit dans la loi industrie verte qui permettra de déduire une partie des investissements réalisés dans les panneaux solaires, les éoliennes, les batteries ou encore les pompes à chaleur. Et cela permet aussi derrière, grâce à cette attractivité renouvelée de la France, eh bien, de nourrir la croissance française et ce qui explique notamment que notre taux de croissance, qui devrait avoisiner les 1% cette année, reste supérieur à celui de certains de nos voisins dont malheureusement quelques-uns sont déjà entrés en récession. Et tout cela en ayant finalement un taux d'inflation qui est l'un des plus faibles de la zone euro. Tout ça, nous allons continuer à le faire. Je vous parlais à l'instant de la loi industrie verte qui va nous permettre d'économiser 41 millions de tonnes de CO2, d'accélérer les investissements et de créer encore
des milliers d'emplois et qui nous permettra derrière de préparer l'avenir dans l'esprit du fameux plan France 2030 qui consacre 54 milliards d'euros à l'investissement justement dans les énergies du futur, dans les biotechnologies, dans le quantique, mais aussi dans les mobilités du futur, avec les avions, les bateaux, les trains, les voitures de demain qui seront tous propulsés avec des motorisations nouvelles. Alors je vous parle d'ouverture, de la capacité naturelle de la France à être un pays ouvert. Mais cette ouverture, elle ne vaut finalement que si, dans le jeu mondial en matière de commerce, les règles sont les mêmes pour tous, c'est-à-dire équitables et saines. C'est pour cela que la France milite sans relâche pour un commerce mondial équilibré et pousse dans les instances multilatérales pour une amélioration des outils qui régissent les échanges commerciaux à l'échelle mondiale. Et c'est important parce que nous avons devant nous un certain nombre d'échéances. Je pense notamment à la réunion ministérielle de l'OMC, où nous devons, entre Européens et partenaires transatlantiques, trouver des solutions pour faire en sorte que l'on puisse restaurer cette régulation mondiale du commerce. Sans quoi, en réalité, nous assisterons à un repli d'un certain nombre d'États et surtout à la mise en place de politiques de subventionnement pour, on va dire, contrer les subventions accordées à leurs propres industries par d'autres pays. Et tout cela sera profondément néfaste à la fois au commerce, mais surtout au pouvoir d'achat, parce que ça entretiendra évidemment un mouvement inflationniste qui sera payé à la fin soit par le consommateur, soit par le contribuable, qui souvent d'ailleurs est le même. Et donc, si j'avais un message à passer ce matin, c'était aussi pour nos amis américains, pour faire en sorte qu'ensemble nous puissions avancer, américains et européens, vers cette conférence de l'OMC et faire en sorte que nous ayons demain une régulation du commerce qui marche mieux. Voilà, si vous voulez, les quelques messages que je voulais vous passer ce matin en ouverture de votre conférence de Paris. La liberté, c'est la notion, on va dire, phare qui nous guide maintenant depuis plus de 2 siècles de part et d'autre de l'Atlantique. La liberté, ce n'est pas ma liberté au détriment des autres. La liberté, c'est la mienne et celle de tous les autres. La liberté, c'est donc quelque chose qui se soumet à des principes et à des règles communes. Cela vaut à l'échelle du monde, pour les États, pour les entreprises. C'est la liberté d'entreprendre, de commercer, de circuler, pour les biens comme pour les personnes, sans jamais porter atteinte à quiconque. Et donc c'est en cultivant cette liberté et cette ouverture que nous pourrons trouver, à mon sens, les solutions qui permettront de réduire les fractures et de faire en sorte que nous offrions à nos enfants en héritage un monde qui reste un monde ouvert, où chacun pourra se déplacer, prospérer, mais qui sera aussi un monde plus juste, un monde régulé dans lequel nous n'aurons pas peur d'aller et de venir. Je vous remercie toutes et tous à la fois pour vos réflexions et je vous remercie aussi d'être les acteurs de ce monde que nous voulons construire ensemble. Merci, belle journée.